La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bonsoir chers participants et téléspectateurs de Café Philo d'Haïti. Je vous invite à vous mettre debout pour entonner l'hymne national d'Haïti. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos empreintes d'être, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la baguette, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Maintenant, écoutons ensemble la chanson fétiche de Café Philo, Hasta Siempre, de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera, para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia,
comandante Che Guevara. No, 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 seguiremos adelante, no, 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 como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Merci de votre écoute. Nous allons à présent visualiser un court documentaire et un rapport avec un sujet d'actualité, la migration des Haïtiens en Amérique latine. Le documentaire... Mesdames, Messieurs, le Café Philo de ce soir s'inscrit dans un contexte triple. Premièrement, l'émergence ou le retour d'un ensemble de mouvements de jeunes depuis environ 10 ans, dont 2 doivent retenir notre attention. D'abord, les mouvements promotionnels à partir d'initiatives comme Gouvernement et Parlement Jeunesse, Élan Haïti, World Merit Haïti, Réseau des jeunes ambassadeurs d'Haïti et bien sûr Café Philo. Ces mouvements qui promeuvent des jeunes aptes à contribuer au développement d'Haïti s'articulent autour de 3 termes clés: innovation, leadership et entrepreneuriat. Ensuite, nous avons les mouvements revendicatifs à travers lesquels les jeunes réclament leur intégration dans les espaces politiques, culturels et socio-économiques. Deuxièmement, nous avons les politiciens qui reprennent les discours d'intégration de la jeunesse. En ce sens, en juillet dernier, le président de la République aura pris un arrêté formant une commission dénommée Commission nationale d'innovation et d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Nous sommes dans l'attente de ces résultats. Troisièmement, nous sommes en train d'assister à l'émigration massive de jeunes Haïtiens en Amérique latine, au Chili et au Brésil, en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada, notamment à cause de la dégradation de leurs conditions de vie. En réaction à cette situation, le professeur Fritz Dorvilliers, dans un article publié dans Le Novellis, titré « Vamonos pour une émigration choisie », aura poussé un cri repris pendant plusieurs jours sur tous les réseaux sociaux. Partez tant qu'il vous reste encore des forces. Allez donc chercher la vie qui mérite d'être vécue. C'est ce même professeur Dorvilliers qui vient nous entretenir ce soir sur l'avenir de la jeunesse haïtienne. Le professeur Dorvilliers est docteur en sciences sociales et professeur à l'UEH. Il a écrit et publié, entre autres, Gouvernance associative et développement local en Haïti, la crise haïtienne du développement,
En outre, il a dirigé la publication de La crise de l'université haïtienne, une réflexivité estudiantine. En février dernier, dans Challenge, il a publié « Il faut planifier l'avenir des jeunes ». Sous vos applaudissements, le professeur Fritz Dorvilliers. Merci, monsieur le modérateur. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir de revenir à cet espace-là, un espace de réflexion, évidemment, sur un média de masse. Et ce n'est pas, ça peut paraître un peu paradoxal qu'un média de masse participe d'une réflexion, d'une dynamique de réflexivité approfondie. Parce que tout simplement, ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on appelle les doxosophes, c'est-à-dire que des professionnels, ou du moins des demi-savants, des professionnels de l'opinion, se faisant passer pour des savants, se faisant, comme le dit Bourdieu, faisant en quelque sorte une concurrence déloyale à des chercheurs. Parce que tout simplement, dans les médias, on ne peut pas bien penser, parce que la pensée demande un temps, parce que la pensée demande un ensemble de mécanismes, évidemment. Or, dans les médias, la pensée est rapide et donc la pensée est superficielle. C'est-à-dire que c'est un honneur que je fais ici à la chaîne, à la télé Caraïbe, à la télévision Caraïbe, la radio Caraïbe, qui permet, parallèlement à d'autres émissions de Libre Tribune, évidemment, où l'opinion règne en maître, de permettre que des chercheurs, des gens qui ont le temps et des outils pour penser, de participer à la réflexion dans ce pays. Donc, je dirais, le thème de mon intervention ce matin, c'est l'avenir de la jeunesse haïtienne. J'ai déjà publié plusieurs textes sur cette question-là. Il y a même une partie d'un chapitre d'un de mes livres consacré à cette question de la jeunesse. Parce que quand on fait un travail sur l'éducation, ce travail porte essentiellement, principalement sur la jeunesse. Parce que tout simplement, l'avenir, la position, le positionnement et les capacités, sinon les capitaux que vont avoir les jeunes d'aujourd'hui, ces capitaux-là sont forgés, sont produits à travers cette institution-là qu'on appelle l'école. Sans l'école, si on n'est pas bien né, même si on est bien né, sans l'école, il sera très difficile de se construire un capital et donc de se faire une place dans cette société-là, la société haïtienne, comme dans toutes les autres sociétés du monde. Donc la jeunesse est au cœur de toute politique éducative. Donc comment, en quelque sorte, on peut penser aujourd'hui en Haïti l'avenir de la jeunesse? Je dirais avant tout que la jeunesse, c'est quoi exactement? Je reprendrai les propos d'un de mes auteurs favoris, de Pierre Bourdieu, en disant que la jeunesse n'est qu'un mot. La jeunesse n'est pas plus qu'un mot. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la catégorisation d'une partie de la population, évidemment, qui est en quelque sorte une catégorisation biologique, en fait, cache quelque chose de plus profond, c'est-à-dire que cache une division sociale, cache en quelque sorte une classification sociale, parce que tout simplement, on est toujours le jeune, un jeune par rapport à quelqu'un. On peut avoir 18 ans et être jeune par rapport à quelqu'un qui a 25 ans. On a 30 ans et on est jeune par rapport à quelqu'un qui a 40 ans ou 50 ans. Et 50 ans par rapport, évidemment, à quelqu'un qui a 60, 70 ans. C'est-à-dire que, pour citer Pierre Bourdieu sur cette question-là, en disant que la jeunesse, le concept de jeunesse renvoie aux divisions entre les âges. Lesquelles divisions qui sont tout à fait arbitraires. Ce qu'il appelle le paradoxe de Pareto, dans le sens que on ne sait pas à quel âge commence la vieillesse, tout comme on ne sait pas à quel moment où commence la richesse. C'est-à-dire que parler de la jeunesse, c'est parler
de la société. C'est parler de la société non pas en mettant dans le même panier, non pas en considérant cette catégorie de la population comme étant un tout, mais en considérant cette catégorie de la population par rapport à son âge, mais aussi par rapport à un ensemble d'enjeux. C'est-à-dire que la jeunesse est un enjeu social. Qui dit jeunesse dit en quelque sorte un ensemble de rapports sociaux, dit en quelque sorte un ensemble une forme de trame de positionnement de catégories d'âge et de catégories socio-économiques dans une société. Donc, c'est aussi une manière de dire que la frontière entre jeunesse et vieillesse est un enjeu de lutte. Donc, c'est un enjeu de lutte qu'il faut considérer, évidemment, par rapport aux actions ce qu'on appelle des anciennes générations, mais par rapport aussi aux actions des nouvelles générations qu'on considère comme étant la jeunesse, qui essaye de se frayer un chemin, de se frayer une place, ce qu'on appelle la lutte des places, qui n'est pas évidente, évidemment, en Haïti, dans cette société-là. Donc, c'est aussi un moyen de dire, en disant que la jeunesse n'est qu'un mot, un moyen de dire que dans la division logique entre les jeunes et les vieux, il est une question fondamentale, c'est une question de pouvoir. Donc, ce rapport-là, cette catégorisation-là entre jeunes et vieux, ou du moins la jeunesse et la vieillesse, renvoie à une lutte, renvoie à un combat qui est un combat, une lutte de pouvoir. Donc, c'est aussi, en fin de compte, pour faire cette catégorisation théorique, c'est un moyen de dire aussi qu'une classification biologique qui cache une dimension sociale, cette classification par âge impose des limites, comme le dit Bourdieu, et produit en quelque sorte un ordre social auquel chacun doit se tenir, dans lequel chacun doit se tenir à sa place. Quand on dit jeune, évidemment, on assigne une place à une catégorie sociale. Donc, c'est pour dire aussi que l'âge est une donnée biologique, en fin de compte. L'âge, la jeunesse, comme on dit, quand on a moins de 25 ans, l'âge est une donnée biologique, socialement, comme le dit Bourdieu, l'âge est une donnée biologique, socialement manipulée et manipulable. C'est-à-dire que toutes les autres personnes, les autres catégories de la population qui utilisent le concept de jeune, ces catégories-là utilisent ce concept-là à bon escient. Soit, évidemment, dans une perspective de faire une place ou des places à cette catégorie-là, soit dans une perspective de manipuler, en quelque sorte, cette catégorie-là afin d'aboutir à leur propre fin. Ça, c'est pour le cadrage théorique rapide sur la question de la jeunesse. Mais il y a une division qu'on fait au niveau international, c'est-à-dire que au niveau de l'ONU, c'est-à-dire qu'on considère les jeunes, les enfants, les adolescents, les jeunes, mais les jeunes, ce sont les individus qui ont moins de 25 ans, en quelque sorte. Donc, je dirais quelque chose, une dernière chose par rapport à cela, que parler de jeunesse, ça induit, j'allais l'oublier, ça induit un autre fait caché. Parler de jeunesse, c'est mettre un ensemble d'individus différenciés socio-économiquement dans une même classe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la jeunesse. Ce qui existe, ce sont des jeunes. Ou, pour mieux dire, ce qui existe, ce sont des classes de jeunes. Comme la société est structurée en catégories suivant des positions de culture par rapport à la connaissance, position de pouvoir par rapport évidemment à une potentialité d'exercice d'une autorité sur le reste de la population et position économique par rapport à un ensemble de capitaux, de richesses, de biens détenus par ces individus-là. Comme la société est différenciée par rapport à ces trois catégories de potentialité, culture,
on peut dire, sociale, culture, politique et économique. Donc, il y a aussi 3 catégories de jeunes. Des jeunes qui sont bien munis culturellement, qui sont passés par l'institution scolaire, de bonnes institutions scolaires, y compris l'université. Des jeunes qui sont mal munis, démunis en matière de compétences culturelles, et des jeunes qui sont évidemment bien munis par rapport au capital politique. Ils ont des acquaintances, ils font partie des organisations qui sont bien placées sur l'échiquier national, et ils ont des parents qui occupent des positions dans le champ politique. Et aussi des jeunes, ou du moins ils sont démunis par rapport à cela. Ils passent dans toutes les institutions du pays pour aller déposer des CV. Et ce qu'on balance rapidement à la poubelle, évidemment, il y a d'autres jeunes qui n'ont même pas besoin de demander un poste et qui trouvent ce poste-là sur un plateau, dans des ministères, dans des ONG, etc. Tout comme il y a des jeunes qui luttent pour payer leurs études, qui font un petit travail à côté pour payer leurs études, notamment même au niveau du secondaire, au niveau de l'université, tout comme il y a des jeunes dont les parents, évidemment, sont bien nantis, qui n'ont pas besoin de cela. Donc, c'est dire que la jeunesse n'est pas une et indivisible, il y a plusieurs catégories, plusieurs couches dans la jeunesse, partout dans le monde, y compris en Haïti. Donc, c'est-à-dire que poser le problème de la jeunesse haïtienne, c'est poser un problème impliquant la condition des jeunes du milieu rural, indiquant la condition de vie des jeunes du milieu urbain, et même dans le milieu urbain, la condition des jeunes qui vivent dans des quartiers défavorisés, et même des quartiers très défavorisés des bidonvilles, et c'est aussi poser le problème des jeunes plus ou moins nantis, des jeunes de la classe moyenne, le plus souvent, qui sont nés à l'étranger, parce qu'il faut savoir qu'en Haïti, la plupart des parents de la classe moyenne, j'allais dire mettent bas, accouchent à l'étranger, évidemment, pour pouvoir dessiner en quelque sorte, orienter le positionnement de ces jeunes-là, non pas seulement dans la société, dans la société de leurs parents, mais aussi pour pouvoir, dans une perspective presque cosmopolitique, pour pouvoir orienter l'avenir, le placement de ces jeunes-là dans d'autres lieux, notamment dans les pays très développés. Donc, parler de la jeunesse, c'est parler de ces catégories-là en Haïti. Mon propos de ce soir ne concerne pas véritablement les jeunes nantis, quoique les jeunes nantis, mais l'avenir de la jeunesse concerne, ces propos-là concernent évidemment les jeunes de catégories défavorisées, très défavorisées, et des catégories plus ou moins de la couche basse de la classe moyenne. Quel est donc l'avenir? Comment penser l'avenir de ces jeunes-là? Donc je dirais, dans cette perspective, qu'on ne peut pas penser l'avenir des jeunes haïtiens sans prendre en considération la société haïtienne, sans prendre en considération le substrat, l'infrastructure même, c'est-à-dire que l'endroit, le territoire, le terroir où évoluent ces jeunes-là. Donc, quel est donc ce terroir? C'est une manière de dire que on ne peut pas considérer leur avenir sans prendre en compte leur présent. Quel est donc le présent des jeunes? Je peux dire rapidement, sans entrer dans les détails statistiques qui figurent dans l'article que j'ai publié dans le Nouvelliste sur l'intégration de la jeunesse, évidemment, mais aussi dans mon texte qui a fait beaucoup de bruit, Vamonos, allons-nous-en, en quelque sorte, c'est que nous sommes dans un pays très pauvre. Nous sommes dans un pays dont la caractéristique, c'est le manque. Nous sommes dans une société de rareté. Tout manque chez nous. L'éducation manque, la santé manque, l'emploi manque, la sécurité manque, et même, on peut dire, les relations humaines manquent. C'est-à-dire que les jeunes évoluent, les jeunes haïtiens, notamment les jeunes de ces 3, entre guillemets, sous-catégories-là, évoluent dans un espace, un champ social, un espace social, un monde social de manque. Donc, quand on voit que, par exemple, je vous ai dit en passant dans le cadrage théorique que
l'institution scolaire est en quelque sorte, on peut dire, le facteur de placement des jeunes. Vous connaissez la plupart, je suppose que, parce que j'ai ici un public d'étudiants, vous connaissez la célèbre définition de Durkheim sur l'éducation. Bon, je le dis en passant comme ça, pas de manière très juste. L'éducation qui est l'action d'une ancienne génération sur une nouvelle génération. Action consistant à donner à cette nouvelle génération-là des valeurs, mais aussi des moyens techniques, des valeurs pour que cette génération nouvelle puisse se retrouver dans cette société qui existe avant elle, qui était déjà là quand elle arrive, mais aussi l'éducation qui donne des outils techniques à ces jeunes-là pour que ces jeunes-là, étant donné qu'on est dans une société différenciée, on est dans une société dans laquelle chaque groupe d'individus réalise une tâche, un travail donné et travail de plus en plus technicisé, travail de plus en plus rationalisé. L'école donne cette capacité-là. Donc, puisqu'on est dans une société de manque, les jeunes reçoivent un ensemble de normes, un ensemble de compétences. Le fait est qu'il y a deux problèmes par rapport à cela. Ici, je suis dans le cadre global, puisque l'éducation est un élément global qui englobe évidemment cette catégorie-là qu'on appelle les jeunes. Or, puisqu'on est dans un pays de manque, l'éducation est aussi une éducation de manque, une éducation déficitaire. Je ne vais pas entrer dans les détails, il faut voir ce qu'on appelle les contenus pédagogiques. Il faut considérer le personnel pédagogique. Vous allez voir que ce qu'on donne là, véritablement, c'est un scandale. On va voir que l'éducation dans ce pays est un scandale. Si l'éducation est un scandale par rapport à son contenu, par rapport aux instituteurs, etc., c'est une manière de dire que les jeunes sont, véritablement, les jeunes ne sont pas préparés, ne sont pas bien préparés pour se faire, pour occuper une fonction, une place dans cette société-là. D'autant que il y a d'autres catégories. J'avais dit au début que je parle d'une catégorie de jeunes qui sont considérés comme étant comme des sous-catégories. Ce n'est pas péjoratif, le sous. C'est par rapport à une forme de topologisation, de catégorisation géographique, en quelque sorte, de cette jeunesse-là. Donc, l'éducation est déficitaire. Ces jeunes-là ne reçoivent pas une bonne éducation. Il faut voir, si on fait une analyse de cohorte, si on prend un enfant, le nombre d'enfants qui entrent en première année fondamentale, arriver en 6e année fondamentale pour voir à partir de deux phénomènes bien spécifiques, le phénomène d'abandon scolaire, le phénomène d'échec scolaire. On va voir sur 1000 enfants qui entrent en première année, combien d'enfants qui arrivent en 6e année. J'ai les statistiques, mais ce n'est pas la peine d'entrer là-dedans. Et de la 6e année et à la 9e année, on voit aussi que le délestement, en quelque sorte, et de la 9e année à la classe terminale en philo, on voit la catastrophe. Une grande partie des jeunes font face à l'échec scolaire. Or, nous sommes dans une société prétendument moderne, ce qui place les jeunes, ce qui fabrique, parce que l'avenir se fabrique, l'avenir, ce qui est à venir dans un temps bien déterminé. L'éducation, l'école fabrique les jeunes, donc l'école positionne les jeunes. Quand on voit que sur 1000 élèves, il n'y a qu'une centaine qui arrivent en classe terminale, et même arrivés en classe terminale, on voit qu'en moyenne, qu'il y a à peu près 20% qui réussissent le bac. On voit déjà, de la part, si on considère cet indicateur-là, l'éducation, on voit déjà que la jeunesse haïtienne est mal, excusez-moi l'expression un peu terre à terre, la jeunesse est mal barrée. Il y a d'autres, si on prend un autre indicateur, l'indicateur qui est, évidemment, admettons que sur 1000 jeunes, il y a 100 qui franchissent le cap du baccalauréat, deuxième partie, bon, étant donné qu'il n'y en a pas la première, il n'y en a plus la première partie du bac, combien de ces jeunes-là qui vont pouvoir entrer à l'université?
Or, comme je l'ai dit, on est dans une société de plus en plus technicisée, rationalisée, qui demande des compétences beaucoup plus approfondies pour pouvoir occuper dans l'avenir, à court terme et à moyen terme, une place dans cette société-là. On voit qu'une infime partie de ces jeunes-là parviennent à avoir une place à l'université. Et même, arrivé à l'université, il faut faire une enquête sur la déperdition universitaire. On va voir combien de jeunes qui parviennent à décrocher le diplôme universitaire. Ils ne sont pas nombreux, étant donné qu'on est dans un système où on privilégie un mémoire de sortie. Il faut voir combien de mémoires de sortie qui sont réalisés au cours d'une année académique. Encore une fois, à travers cette institution qu'est l'éducation, on voit qu'il y a un filtrage, qu'il y a une forme de relégation des jeunes haïtiens. Dans quoi? Évidemment, dans le c'est-à-dire que c'est une institution qui sous-classe les jeunes. Donc, que deviennent ces jeunes? On peut dire, ces 900 jeunes, qu'est-ce qu'ils deviennent? On peut se poser la question. Ils deviennent quoi? Qu'est-ce qu'ils font? La question reste dans l'air. Or, si on ne parvient pas à décrocher une place à l'université, sinon à réussir son bac, on peut espérer, en quelque sorte, une école professionnelle. Vous connaissez l'état de la formation professionnelle dans ce pays. Combien d'écoles professionnelles dispose l'État haïtien? Il n'y en a pas, il n'y a que très peu. De plus, la formation professionnelle est une formation de bas niveau, est une formation non actualisée, est une formation évidemment qui n'est pas adéquate par rapport aux besoins du marché. Le mot est lancé par rapport aux besoins du marché, qu'on le veuille ou non. Tout jeune dans cette société comme dans d'autres sociétés de marché, tout jeune aspire à avoir un emploi. Ni l'école, ni la formation professionnelle ne préparent nos jeunes haïtiens à l'emploi. Bon, c'est le deuxième indicateur, l'emploi. Nous sommes dans un pays, où ce qui est la règle, c'est le chômage. Donc, la population active, je ne vais pas entrer encore une fois parce que je suis à Café Philo, je sais qu'ici on déteste les statistiques, on n'aime pas trop, bon, restons dans des considérations beaucoup plus abstraites, beaucoup plus globales. On sait que, en termes d'emploi, la population, la majorité de la population active, c'est-à-dire que la population âgée de 15 à 64 ans, puisqu'on peut travailler en quelque sorte à 16 ans, suivant le droit du travail haïtien, cette population-là connaisse un taux de chômage, pas de chômage fermé, mais de chômage ouvert, où ce sont des jeunes qui aspirent à un emploi, qui veulent avoir un emploi, qui cherchent un emploi, et qui ont évidemment l'âge pour travailler, et qui n'arrivent pas à trouver cet emploi-là, puisque évidemment, nous sommes dans une société de manque économique, il n'y a pas de production, puisque les anciennes générations n'ont pas mis la structure adéquate, l'infrastructure productive adéquate pour pouvoir intégrer les jeunes. Parce que les jeunes ne vont pas à l'école pour aller à l'école, les jeunes vont à l'école aussi, sinon en partie, pour pouvoir occuper des places, des postes dans la société, sur le marché du travail. Or, même les jeunes qui parviennent à décrocher le bac, même les jeunes qui parviennent à faire 4 ans ou 5 ans à l'université, ces jeunes-là, une fois terminés, ces jeunes-là se retrouvent dans la fange du chômage. C'est-à-dire que si on considère ces deux indicateurs-là, l'éducation, le travail, l'économie, on voit que l'avenir des jeunes de chez nous, l'avenir, ce qui est à venir, c'est-à-dire que la place qu'occuperaient ces jeunes-là dans le futur proche, cette place-là est presque hypothéquée. D'où ce qu'on appelle mon cri. Évidemment, certains appellent ça un cri sincère, d'autres parlent d'une forme de cynisme. D'où mon cri, allons-nous-en, vamonos, diraient les Dominicains, vamonos. Mais, à ce moment-là,
la question qui se pose par rapport à ces deux manques spécifiques, il y en a d'autres, la santé, la sécurité, les salubrités, etc. Il y a d'autres manques. Par rapport à l'encadrement familial, le délaissement, l'inconsidération, la discrimination, etc. Il y a tant de manques pour les jeunes dans ce pays. Que doit-on faire? Que peuvent-ils, ces jeunes-là? On peut dire, que peut la jeunesse? Dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait qu'il y a deux postures à garder par rapport à cela. Une posture en disant que nous sommes de cette terre-là, nous sommes enracinés dans cette terre-là, nous allons y rester. On peut comprendre cette posture-là, mais on peut questionner dans le cadre de la modernité avancée, cette posture-là, une posture ethnocentriste, une posture territorialiste, une posture indigéniste. On peut considérer cette posture-là comme étant une posture presque irrationnelle. Parce que je suppose que les jeunes de ce pays-là sont des jeunes qui ont fait relativement des études, même si ces études-là sont un peu pas trop à la hauteur des études comparées aux études moyennes mondiales, mais ce sont des êtres rationnels. Cette posture d'enracinement, cette posture de territorialisation, cette posture évidemment d'ancrage de la terre natale. Première posture, dans le que faire, que peut la jeunesse. Deuxième posture, la posture du départ. Est-ce qu'on part? On part. Pourquoi partir? Peut-être se pose la question se pose actuellement, on a dit pourquoi partir? On voit ça à l'aéroport, tout c'est l'ouverture. Pourquoi partir? On part parce qu'il y a, entre autres, ces deux manques-là. L'éducation, l'emploi. Deux manques fondamentaux, en quelque sorte. L'éducation, l'emploi. Donc, on part, mais dans la question de pourquoi partir, il ne faut pas oublier l'autre question, qui part? Mais la question est déjà évidente, qui part? Ce sont ces trois, on peut dire, ces trois sous-catégories-là qui partent. Parce qu'il y a une catégorie qui va partir, cette catégorie, que l'on veuille ou non partira, c'est la catégorie, évidemment, des gens comme moi, mais je n'ai pas d'enfants, évidemment, mais des gens comme moi qui ont des enfants, qui vont accoucher à l'étranger. Ces gens-là, ils sont de passage, qu'on le veuille ou non. Ils vont partir. Parce que, tout simplement, même s'ils auront, de toute manière, ils auront une condition largement plus favorisée que les trois autres sous-catégories, mais ils seront menacés. Ces jeunes nantis-là se retrouveront dans une situation très compliquée. Donc, ils seront des chefs d'entreprise, ils seront évidemment d'autres choses, mais comme aujourd'hui, auraient-ils pu aller travailler? On a vu ce qui s'est passé dans la ville aujourd'hui. Ils se sont dit, écoutez, ma petite maison, ma petite voiture, mes enfants, est-ce qu'ils ont de l'avenir ici? Même, étant donné que je suis né à l'étranger, je suis préparé pour aller évoluer ailleurs. Parce que je suis à la fois d'ici et d'ailleurs. Donc ces gens-là, de toute manière, ils vont partir. Mais le fait est que les gens qui sont les plus mal lotis, ils partent actuellement. Et c'était ça, ma thèse, ils ont raison de le faire. Ils ont totalement raison parce que les jeunes qui partent, ce sont des jeunes très rationnels. Parce qu'ils ont pesé, sous-pesé le champ, le monde social haïtien. Ils ont vu que ce monde est lourd. Il est lourd, plus lourd que le plomb pour eux. Donc, ils n'ont d'autre solution que d'aller chercher la vie ailleurs. Est-ce que la question, bon, je vais finir, j'attendrai vos questions pour pouvoir approfondir. La question, est-ce que le départ menace l'avenir de ces jeunes-là, ou bien est-ce que le départ menace l'avenir de la société haïtienne? Il y a des gens, évidemment, des bien-pensants, il y en a beaucoup dans ce pays, qui frisent à la limite l'irrationalité. C'est une forme de posture esthétique, l'esthète de l'irrationalité. On peut être irrationnel dans l'esthétisme. Un esthétisme de l'irrationalité, un esthétisme irrationnel
Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce vieux prof-là? Il pousse nos jeunes au départ. Mais le fait est que la question qu'on peut se demander, qui est le plus cynique de nous? La catégorie qui demande à ce que les jeunes attendent ou la catégorie qui dit les jeunes, partez tant qu'il vous reste des forces? Je crois que le moins cynique, sinon le plus pragmatique de ces deux-là, c'est celui qui dit aux jeunes, regardez en face. Nous avons cette tendance à faire l'autruche, à nous plonger la tête sous le sable, alors que nos arrières, notre derrière est exposé au plomb, évidemment, au fusil des chasseurs. Partons à ce moment-là. C'est ce que je dis, c'est que c'est le moins cynique parce que tout simplement, ces jeunes-là, de toute manière, si on considère ces deux éléments-là, énumérés ci-avant, l'éducation, l'économie, ces deux éléments-là ne vont pas, évidemment, connaître une amélioration dans 25 ans. Il faut, dans ce qu'on appelle un document, le PSDH, on vise évidemment le décollage du pays à l'horizon 2030. Grand rêve. On dit que pour pouvoir réduire la pauvreté qui est à presque 6 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté et même presque 2 millions de personnes en dessous du seuil de la pauvreté. Ces personnes n'arrivent même pas à subvenir à leurs besoins primaires et on pense qu'on va pouvoir réduire à la limite 59% de pauvreté à 3%. Et pour pouvoir réduire le taux de pauvreté dans le pays, il faut, jusqu'à l'horizon de 2030, il faut une croissance économique d'au moins 10%. Est-ce que vous voyez dans 10 ans, dans 13 ans, une croissance de 10% l'an? Vous voyez les budgets, chaque année, on fait des prévisions de croissance, mais c'est ce qu'on appelle dans le langage de la finance, notamment de la science budgétaire, des budgets non sincères. Parce que ces prévisions-là, ce sont des prévisions farfelues en quelque sorte. Donc, est-ce que vous voyez, est-ce qu'on peut dire aux jeunes haïtiens que d'ici 2030, le pays va connaître une croissance de 10%? Si on voit la réalité, si on voit évidemment les investissements directs étrangers, si on voit le nombre d'emplois créés par an, quand on considère le nombre de bacheliers sortis de l'école par an, quand on considère le taux de croissance démographique à la limite de 2,1%, 2,5%, quand on considère l'actuel taux de croissance économique d'à peu près de 1,5%, est-ce qu'on peut dire aux jeunes, attendez, chers jeunes, ça va s'améliorer dans 5 ans, dans 10 ans, mais sinon on n'est pas bête, on verra bien que ça ne s'améliorera pas dans 5 ans, dans 10 ans. Il va y avoir une amélioration, il pourrait y avoir une amélioration, mais une amélioration lente. Est-ce qu'on peut, d'un point de vue éthique, c'est ce qu'on appelle évidemment le développement durable. Le développement durable suppose quelque chose, suppose que la génération actuelle, de par son fonctionnement, ne doit pas hypothéquer l'avenir des prochaines générations. Et le retour est tout aussi vrai. Est-ce qu'on peut demander à une génération de jeunes de se sacrifier, et même pas pour la patrie, on aurait pu comprendre cela, un sacrifice pour la patrie n'est en guerre avec personne, sauf avec un voisin menaçant, ça pourrait arriver évidemment, un voisin haineux, bon, je ne dirais pas le reste, ça pourrait arriver, mais le voisin, actuellement, nous sommes en guerre avec personne. À ce moment-là, on va dire à ces jeunes-là, restez ici pour la patrie, demeurez sur le sol des Saliniens pour la patrie, enracinez-vous dans le sol, évidemment, de toute cette ouverture de Christophe pour la patrie. Ils vont se sacrifier, ces jeunes-là, et d'ailleurs, ce serait, de toute évidence, probablement, en toute probabilité, ce sera un sacrifice en vain. Parce que, tout simplement, s'il reste, dans 25 ans, pas grand-chose ne va changer. Objectivement,
pas grand-chose ne va changer. Je termine, puisqu'on m'indique l'heure, je termine pour dire que quelle est la solution la plus rentable, la plus rationnelle? Le départ ou l'enracinement? Je dirais que le départ est beaucoup plus rationnel pour plusieurs raisons. Je dirais même pour deux raisons. À la fois pour une raison culturelle, mais aussi pour une raison économique. Pour une raison culturelle, il faut savoir que l'haïtien, comme on dit, vous voyez le débat sur la diaspora, l'haïtien n'est jamais déraciné. Comme disait l'autre, je suis un citoyen du monde. L'haïtien dit, évidemment, quand il part, je suis un citoyen du monde, mais en lui, il reste haïtien. C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit où se trouve l'haïtien, on ne doit pas avoir peur du départ. Parce que l'haïtien qui part, culturellement, lui, par ses descendants, évidemment, parce qu'il y a un effet de génération. L'haïtien qui part, c'est pourquoi il faut toujours maintenir le flux. Je reviendrai là-dessus. Donc, l'haïtien qui part, il part, mais il reste haïtien. Et ce qui, évidemment, va avoir comme une conséquence économique, s'il ne restait pas haïtien, il n'enverrait rien en Haïti. Le fait est que l'haïtien, l'ensemble des haïtiens envoient environ 2 milliards de dollars en Haïti. Ce qui, c'est le point économique, c'est-à-dire que pour une raison économique, ils doivent partir. Parce que, tout simplement, environ, il y a certains qui disent 19 à 20% du PIB, du produit intérieur brut. Évidemment, ce sont les diasporas qui contribuent à cela, environ 2 milliards de dollars. Il y en a qui disent, évidemment, c'est à peu près un tiers du revenu national. Un tiers du revenu national, si on considère l'argent qui passe sous le manteau, évidemment, dans l'informel, le circuit informel. Ah, la cousine qui rentre en Haïti, le frère, on lui donne quelque chose à donner à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas comptabilisé dans la comptabilité formelle. Donc, à ce moment-là, pour terminer, celui qui reste, s'il reste, évidemment, on dit, mais s'il reste, il perd, il se perd, il perd les autres. C'est comme le mot va être fort, l'analogie va être forte, s'il reste, il fait couler le bateau. C'est-à-dire que s'il reste, il se perd, il perd les autres. À un certain moment, évidemment, ça peut paraître cynique, mais en fait, c'est pragmatique et rationnel. On se décide, le bateau coule. On peut se décider, je ne sais pas ce qu'on va faire. Est-ce qu'on enlève un tiers de l'équipage et est-ce qu'un tiers va périr? De toute manière, dans ce cas-ci, le tiers qui part ne va pas périr. On voit les résultats, le résultat est évident, mais il y a évidemment le reste. Le reste, ça facilite la vie du reste. Parce que l'emploi, le taux d'emploi va augmenter, parce qu'évidemment, la pression sur les services publics va diminuer à ce moment-là. Et parallèlement, le groupe qui part envoie de l'argent pour ceux qui restent. Or, il faut savoir que ce qu'on appelle les rémittances, l'envoi de fonds, on a fait le calcul. Le calcul, c'est que une hausse, calcul économétrique, une hausse de 10% des envois de fonds génère une hausse de 8 à 13% des dépenses consacrées à l'éducation et à la santé et 5% des dépenses consacrées aux besoins alimentaires. Donc, si la jeunesse ne part pas, le flux s'arrête et à ce moment-là, les rémittances, les envois de fonds diminuent. L'éducation, dans un pays où 80% de l'éducation est dans le secteur non public ou le secteur privé, à ce moment-là, vous voyez déjà combien de jeunes qui n'iront pas à l'école s'il n'y a pas de jeunes qui partent. Et non seulement, je termine là-dessus, en partant, évidemment, on améliore sa condition et en partant, on améliore, évidemment, de manière, on peut dire, active et inactive, la position, la condition de vie de ceux qui reste. Donc, le cri, ce n'est pas une incitation au départ, mais c'est un raisonnement tout à fait logique et rationnel qui dit que faisons comme le monde. Le monde a été construit par la migration. La migration a construit le monde, les flux de migration. Le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud.
Et même nous sommes le produit de la migration humaine. N'ayons pas peur de la migration, puisque nous sommes dans une modernité avancée, nous sommes dans un monde global, nous sommes dans un cosmopolitisme post-moderne, tous citoyens et citoyens du monde, donc allez chercher la vie où la vie veut mieux d'être vécue. Je vous remercie. Merci. Je vous demande d'applaudir le professeur d'Orvilliers. Poser le problème des jeunes, c'est poser le problème de toutes les classes de jeunes. Ce soir, le professeur Fritz d'Orvilliers nous a parlé spécifiquement de l'avenir des jeunes défavorisés en Haïti. Il nous a dessiné, à partir de 2 indicateurs clés, l'éducation et l'emploi, un avenir sombre des jeunes défavorisés. À la question « Que faire ?», il a présenté 2 solutions. Rester ou partir. Il nous a proposé de partir pour 2 raisons, une culturelle et l'autre économique. Avant de passer aux questions, nous allons prendre une pause musicale avec We Are the World. Alors, je voudrais dire à Fritz d'Orvilliers, docteur Fritz d'Orvilliers, que des fois il est bon de partir, car vous et moi, je dirais plutôt toi et moi, je tutoie tout ce que j'aime. Donc Prévert disait qu'il tutoie tout ce que j'aime. Donc Fritz, toi et moi, nous sommes partis et nous sommes revenus. Il n'y a pas de mieux, nous sommes très enracinés. Donc des fois il faut partir, mais pour revenir. Je voudrais, avant de poser la question au docteur Fritz d'Orvilliers, demander à vous tous qui êtes là ce soir un baout d'honneur pour le docteur Fritz d'Orvilliers. Fritz, parce que vous avez consenti de rester au pays, d'enseigner à la faculté des sciences humaines dans les universités, vous partagez avec la jeunesse. Merci. Et de ce lieu-là, je voudrais aussi vous demander pardon. Pardon parce que quand vous avez étudié à travers, dans la neige, et on sait, ce n'est plus un secret pour personne qu'un ministre s'est arrogé le droit de demander à ce monsieur, professeur, docteur de son état, CV, lettre de recommandation. Je pense que ça n'a pas de sens et c'est absurde. Docteur Fritz d'Orvilliers, vous êtes revenu. Je suis venu scruter votre frustration. On a le droit d'être frustré. Et dites-nous cette frustration, expliquez-nous plus largement cette frustration. Parce que par-delà cette frustration, je suis venu avec ma part de don. J'interpelle Ralph, j'interpelle Thomas Lalim pour que nous puissions nous entendre sur un projet pour dire non à l'incompétence et pour dire non à ce que ceux-là, ils sont en train de faire avec, notre pays. Merci à toi qui es revenu et merci au nom de la jeunesse et merci au nom de ce pays, au nom de Dessalines, Toussaint, Christophe et Pétion. Merci. Je dis un grand merci au professeur Fritz d'Orvilliers et j'allais abonder dans le même sens que Yves, puisque j'ai pu constater que M. Fritz n'a pas souri même un instant. C'est vraiment un homme qui est frustré et il a ce droit. Et moi, je préfère dire que partir pour mieux revenir, c'est ce qu'on fait. Et puis, quand on se trouve ailleurs, on ne perd pas notre être haïtien. On est dans la transnationalité. On est dans la transnationalité, comme le dit Glissant. Donc, on ne perd pas ce qu'on est. On reste haïtien, on travaille pour ce pays en étant ailleurs. Et M. Fritz, je dis souvent à mon amiral Jean-Baptiste que les intellectuels sont dangereux. Les intellectuels sont dangereux parce qu'ils ont une capacité de sophistique enragée. Ils peuvent défendre une idée et en même temps
soit contre cette même idée. Et je pense que ce soir, la nation haïtienne a pris note que tu es fâché et tu en as le droit. Et nous partageons justement avec toi cette frustration. Monsieur le professeur, restez avec nous, puisque moi, je ne pars pas. Il y a quelque chose de merveilleux dans le fait de partir, dans le fait de voyager. Et cette chose-là, au prime abord, elle est tellement bête. C'est déjà l'horizon. Partir, quand vous débarquez à Orly, quand vous débarquez à Washington, à New York, la première chose qui vous marque, qu'on ne peut pas malheureusement vivre en Haïti, c'est la possibilité que son regard puisse saisir des éléments sur 2 kilomètres. C'est merveilleux que de pouvoir vivre ça. Au cours de cet été, je me suis offert des vacances à Amsterdam, j'ai fait la Gay Pride, c'était magnifique, j'ai vu la richesse, j'ai vu la décadence en même temps, la décadence aux yeux des moralistes, mais pas à mes yeux, bien entendu. Une ville où le cannabis est légalisé, on achète son joint comme on achète des hot dogs, c'était magnifique, j'ai adoré, des parcs, et c'est la ville du vélo, tout le monde est à vélo. Une voiture à Amsterdam, c'est un fait très particulier, c'est comme une pièce de musée qui circule. Donc, partir, voyager, ce sont là des événements qui enrichissent une existence. Et c'est dommage qu'Haïti soit un goulag, il faut le dire, avec la quantité de pièces, de papier que l'ambassade américaine demande, que l'ambassade de France, pour laquelle je travaille, demande, que l'ambassade du Canada demande. C'est impossible de laisser ce pays du point de vue administratif. Maintenant, par rapport à l'intervention de M. Dorvillier, la solution serait partir voyager. Je viens de reconnaître que le fait de voyager, ça enrichissait une existence. Mais nous ne sommes pas pour autant dans cette logique d'émigration, d'aller s'installer à l'étranger. Il y a quelque chose de particulier, je termine rapidement Olivier, dans le fait d'être à une table, soit en France, soit à New York, quand vous êtes noir surtout. Oui, tout le monde s'exprime en français, on est content. Il y a 2 remarques. La première, tiens, tu t'exprimes très bien en français. La deuxième, tiens, tu viens d'où? Parce que la couleur de peau détermine une nationalité, une origine. Et au-delà de ces nuances épidermiques, je pense que M. Dorvillier s'est attaqué, à mon sens, au seul mythe qui doit perdurer au sein de l'existence humaine, le mythe de la patrie. Nous venons de quelque part, nous appartenons à un lieu, et ça passe par notre façon de nous inscrire dans le réel, par notre façon de parler, de marcher, de danser, de manger. Nous venons, par exemple, nous autres ici, d'Haïti. Au lieu, c'est là ma question, M. Dorvillier, de proposer à cette jeunesse, non pas de voyager, non pas de faire comme moi, d'aller sur la coulée douce chaque été en Europe, au lieu que de proposer à cette jeunesse cette possibilité-là, vous proposez à cette jeunesse d'aller accepter toutes les tâches ingrates en Occident. Vous proposez à cette jeunesse d'aller ramasser la fiente de chien, vous proposez à cette jeunesse d'aller ramasser les ordures, vous proposez à une jeunesse d'aller s'installer en Chili, le Chili qui accepte les Haïtiens pour des raisons stratégiques. Il faut une main-d'œuvre de bon marché. Tout comme les États-Unis, le Canada, très souvent la France, ils ouvrent les vannes. La France a fait pareil pour l'Algérie. Venez, bande d'Algériens. Mais là, en France, que font les Algériens? Ils sont chauffeurs de taxi, M. Dorvillier. Vous et moi, nous connaissons cette réalité. Donc, au lieu que de proposer aux Haïtiens de partir, pourquoi ne pas leur proposer de s'attaquer aux tenants du capital en Haïti? Il y a en Haïti une bourgeoisie qui a des noms de famille. C'est une communauté de noms de famille qui garde ce pays en otage. Vous avez de la notoriété, vous avez droit à la parole, droit de citer. Je me demande, mais vraiment ça me taquine, pourquoi vous osez dire à des étudiants, à une jeunesse, ne restez pas chez vous pour vous attaquer au fondement des inégalités, mais partez jouer aux lâches. Je suis désolé, M. Dorvillier, on n'est pas tous des lâches. On peut s'attaquer au problème. C'est une position. Oui, et déjà moi remercier
professeur là et remercier du même coup, mon organisateur Café Philo. C'est vraiment pour moi-même un plaisir déjà lorsque je joue D'Angelo qui fait belle intervention ça et qui peut être allé presque dans le même sens avec moi. Et professeur, alors je connais comme je assez de temps, moi remarque moi en tant que en fait, étudiant à la faculté des sciences humaines, bientôt pour aller étudier en tout parce que je vais prendre quoi avec le professeur. Moi remarque qu'il y a peut-être un problème épistémologique qui gagne dans la démarche en professeur. Le regarder Pierre Bourdieu et par rapport avec où est-ce qu'il va pour garder ensemble réflexion le fait sur jeunesse, mais on pas tenu compte tout de non seulement espace et temps, monsieur a produit connaissance ça sur jeunesse. Donc maintenant peut-être mon professeur, est-ce que pas peut-être pas connaître non prise en compte de un élément qui peut être fondamental pour comprendre qui c'est deux sociétés qui ont deux modes de vie que moun yo gen deux modes de vie différents qui peut être intéressant pour regarder que moi pas faire professeur pas connaître raison. Et deuxièmement, si n'a préféré avec l'entretien, un texte extrêmement intéressant que Pierre Bourdieu que monsieur Moradori en pile écrit avec Loïc Wakan que on sort d'entretien, monsieur critiquait ça une sorte de empirisme vulgaire. Le fait que la sociologie américaine a développé ça en pile, nous référons automatiquement avec des statistiques et puis nous pensons nous arriver à intelligibiliser et me dit phénomène que nous avons étudié. Pour me dire ça, qui ça me remarque au fait professeur, ou ne fait que me dit constater des faits qui existaient que nous d'accord avec sans ou pas garder comment ils ont évolué. Si vous regardez de manière sociologique, comment les sociologiquement institués déterminants de la société haïtienne. Parce que dans l'espace ça, il y a deux rapports que nous développons depuis 1804 qui arrivent à nous ça comme présent. Moi, pas fait ça pour dire que c'est extrêmement intéressant. Et pour me finir, excusez, moi marqué qu'il y a une déresponsabilisation de l'État central qu'on fait, que je ne sais pas peut-être pour qui raison, mais si qui t'a intéressé pour garder l'heure où l'État qui va même inscrire dans la logique de l'État-providence que l'Occident inscrit pour mettre des politiques publiques une façon pour améliorer les conditions jeunes que on va parler de yoa, je pense que l'État tout supposé intéressant. Et des questions pour me poser, est-ce que réellement logique là c'est-à-dire jeunes qui quittent le pays parce que nous connaissons la jeunesse sur le plan sociologique, qui est caractérisée par certaines fougues, une certaine remise en question de l'ordre établi. Maintenant, est-ce que nous va faire merci. Zorvilliers va répondre à cette série de 4 interventions. Les 2 premières concernent le partir pour revenir. La troisième avec Néa, qui est une opposition à votre proposition d'émigration forcée, émigration de la lâcheté, de la honte. Et puis, la troisième intervention concerne un problème épistémologique. Professeur. Oui, bon, merci. Je commence par la première de mon ami Yves Lafortune. Évidemment, moi je suis parti, je suis revenu. Je suis même revenu trop tôt. Je suis revenu 2 mois après avoir soutenu ma thèse. Il y en a d'autres qui, après 10 ans, sont encore là-bas. Je suis revenu 2 mois après avoir soutenu ma thèse. J'ai soutenu en juin. Je suis revenu en août. Je suis rentré en août. Mais là, c'est pas une question de ma petite personne. L'analyse que je fais, c'est une analyse beaucoup plus globale, beaucoup plus structurale, beaucoup plus sociétale. Donc, moi, je suis revenu. La question qu'on doit se poser de manière objective, est-ce que tous les jeunes qui sont partis ont les mêmes forces, les mêmes capitaux pour revenir? Parfois, revenir est une stratégie tout à fait gagnante. Parfois, aussi souvent, c'est une stratégie perdante. Donc, il faut aussi, évidemment, peser le poids. C'est-à-dire que le fait, l'action, sinon la décision de revenir et la décision de rester. Évidemment, cela va dépendre de soi, de la manière dont on perçoit la vie, dont on perçoit sa vie, dont on perçoit évidemment le monde. Ça dépend aussi de tout cela. Donc, nous sommes revenus et on peut dire tant mieux. Parce que tout simplement, ce que je pose comme problématique, ce n'est pas une problématique exclusive, en disant qu'une catégorie, je dis ça en passant, je vais revenir là-dessus, en disant qu'il faut qu'on parte, mais cela ne sous-entend pas, ça aurait été une bêtise, évidemment, ça aurait été l'effondrement total. Moi, en tant que sociologue, en tant que démographe, qui calcule des taux de natalité, des taux bruts de fécondité, des taux, évidemment, de migration nette, évidemment, c'est-à-dire que je sais très bien ce qu'on appelle le taux de renouvellement d'une population. C'est-à-dire qu'en disant qu'il faut qu'on
parte, cela ne revient pas à dire qu'il faut que tout le monde parte. Parce que je vous ai dit qu'il y a quand même, il n'y a pas, la jeunesse, ce n'est pas une unité en quelque sorte sociologique. Il y a des jeunes, il y a des catégories de jeunes. Donc, c'est-à-dire que pour revenir, il faut avoir des atouts, il faut peser, il faut prendre une décision tout à fait rationnelle. Pour la frustration, bon, évidemment, on peut être frustré. Mais c'est pas là n'est pas la question, être frustré ou pas. On a tous ce côté ce côté de pouvoir s'indigner, dans la mesure où, quand on perd cette dimension-là, évidemment, on peut considérer qu'on n'est plus dans l'humanité. Quand on perd cette dimension, cette capacité de s'indigner. Or, la frustration dérive le plus souvent, évidemment, ça marche de pair avec l'indignation. On s'indigne et par rapport à des activités, par rapport à des actions, par rapport à une gouvernance, par rapport à une gouvernabilité, et on est frustré. La part dedans, comme tu l'as dit Yves, moi la part dedans, moi je donne depuis 2 mois après ma rentrée au pays, je donne ma part dedans, et même avant ma rentrée définitive, je donnais ma part dedans, parce que moi j'enseigne depuis 2003. Depuis l'âge de 26-27 ans, j'enseigne à l'université. C'est-à-dire, quand je faisais mon master, je revenais chaque année pour enseigner à l'université. Or, avec mon argent, le prix du billet dépassait largement ce qu'on me payait à l'université. Mais je revenais quand même. C'est ma part dedans. Et jusqu'à présent, je continue de donner ma part dedans par rapport à la transmission de connaissances, évidemment. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. On peut être frustré sans être négatif, tout en continuant à donner sa part dedans à son pays, là où, évidemment, on a reçu quand même, on a reçu une éducation, toute l'éducation, primaire, secondaire et universitaire, c'est normal qu'on donne sa part dedans. Donc, c'est-à-dire que on peut, nous qui restons, on peut faire quelque chose ensemble. Mais tout en faisant cela, la question qu'on peut se poser, est-ce que s'il y a un nombre qui reste, est-ce que ce nombre-là va nous permettre de faire cela ou va nous empêcher en quelque sorte, va rendre la tâche beaucoup plus difficile? C'est ça exactement la question. Deuxième question, est-ce que quand on part, on perd son être social, sinon son être culturel? Mais perdre son être culturel, ce n'est pas grave. Écoutez, le monde est ce qu'il est aujourd'hui parce que des gens ont prêché la perte, parce que des gens ont travaillé pour la perte, parce que des gens ont donné leur vie pour la perte. Que serait le monde s'il n'y avait pas cette lutte contre l'être du Moyen-Âge? S'il n'y avait pas les Lumières. Les Lumières, c'était un combat pour un être, pour des gens qui persévéraient dans leur être de paysans, leur être de croyants, dans l'au-delà, dans Dieu, dans le Christ, etc. Dans, on peut dire, la fusion entre l'État et la religion. C'était ça, l'être. Mais des gens se sont battus pour pouvoir, évidemment, changer d'être. Je crois que parfois, il faut changer d'être. Et il ne faut pas se méprendre non plus en se disant l'être... Mais c'est quoi la question qu'on doit se poser? C'est quoi l'être haïtien aujourd'hui? Mais même celui qui part au Chili, au Canada, au Brésil, vous pensez qu'il est à 100% dans l'être haïtien? Sinon, vous ne comprenez plus votre société. Les jeunes sont désormais des jeunes globaux. Les jeunes, ils savent, ils sont sur le net, ils lisent des livres, ils lisent des livres, ils regardent des feuilletons, même des soap-opéras, etc. Ils voient comment le monde fonctionne, ils aspirent à rouler une voiture avec beaucoup de technologie. Ils vont exercer des métiers, astronautes, mathématiciens, physiciens, etc. Mais ces métiers-là ne sont pas liés à un territoire. Ils veulent connaître le monde. La connaissance du monde n'est pas liée à un être, évidemment, enraciné. Les jeunes haïtiens ne sont plus à cette phase-là, cette phase de repli sur soi, de repli sur son être, de repli sur sa culture. Les jeunes haïtiens, je le crois, je le sais, sont dans la pluriculture. Ils sont dans une culture mondiale. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un enracinement pour ne pas, évidemment, trop vaciller et se perdre. Évidemment, totalement. Mais les jeunes ne sont plus dans cet indigénisme tout à fait radical. Donc, parfois, il faut se perdre, mais se perdre, pour quelles raisons doit-on se perdre?
Donc ce n'est pas grave. Troisième question, je vais vite. Le départ, richesse, est-ce une richesse, décadence? Le départ. Mais là, la question qui se pose, il faut faire la différence entre... C'est même pas un départ. D'ailleurs, pour les démographes, pour le démographe que je suis, ce n'est pas une migration. Un voyage n'est pas une migration. Parce que quand même, il y a un temps pour être considéré comme étant un migrant. C'est au moins 6 mois à l'étranger. Quand on va passer 2 mois en Europe, 3 semaines aux États-Unis, on n'est pas un migrant. D'ailleurs, on n'a pas ce statut-là. Il faut faire la différence entre ce départ, entre un voyage récréatif et évidemment un voyage de nécessité. Nécessité vitale. On n'est pas obligé de voyager évidemment pour vivre. De faire un voyage récréatif. On peut voir des films, on peut lire des livres, etc. Mais les jeunes, le voyage, le départ de nos jeunes, c'est un départ forcé. Ils sont forcés, pas forcés par un État, mais forcés par la chose haïtienne, forcés par la société haïtienne. On ne va pas revenir en arrière, ce n'est pas là le but de mon propos, analyser les causes bicentenaires du départ. Mon propos se focalise sur l'actuel, sur le présent. Ça ne veut pas dire que j'oublie, que je passe sous silence le passé, mais cela veut dire que j'analyse un fait actuel et j'essaie de voir, de circonscrire, de tenir, d'appréhender les tenants et les aboutissants de cette chose-là. Donc, c'est pour dire que, par rapport à la logique de l'immigration, vous avez dit que, mais c'est ce que j'appelle l'esthète. L'esthète, c'est même une forme d'esthétisme cynique. Ah, voilà, c'est ça l'esthétisme cynique. C'est une forme de, on peut dire, c'est une forme de, comment, c'est quand même irréel. À la limite, ça frise l'irrationalité. Disons que nos jeunes, quand ils partent, ils vont laver des linges sales, ils vont laver des toilettes. Mais ici, n'y a-t-il pas de gens qui font ça? Ils sont des sous-gens pour autant? Il n'y a pas de petit personnel dans l'administration publique qui lave les toilettes? Il n'y a pas des éboueurs ici? Mais pourquoi on peut être éboueur ici par là-bas? Mais pourquoi? C'est un métier, c'est une profession, c'est une tâche, on est payé pour le faire, c'est pas de l'esclavage. Comme dit l'adage un peu fourre-tout, il n'y a pas de saut métier. Mais dire que nos jeunes ne doivent pas partir pour aller... Vous préférez qu'ils mendient? Vous préférez qu'ils se prostituent? Au lieu d'aller... J'en suis pas encore là, j'y viendrai. Vous préférez que nos jeunes se prostituent, nos jeunes femmes se prostituent à travers les rues, que d'aller chercher un emploi au Chili, au Brésil, aux Bahamas, aux États-Unis, au Canada? Vous préférez que nos jeunes se font embaucher dans des bandes criminelles que d'aller laver des toilettes là-bas? C'est à vous de faire le choix entre gagner sa vie en lavant les toilettes et gagner sa vie avec le kidnapping, le rap, le vol, etc. Professeur. Je dis que, c'est-à-dire que ce que je dis là... Non, je termine. Ce que je dis là, c'est-à-dire que quand un jeune, est-ce que vous pensez que d'un point de vue sociologique, que les jeunes qui sont dans les bandes, ils sont nés comme cela? Ils sont nés criminels? Vous pensez qu'ils sont nés prostitués? Vous ne pensez pas que ce sont des jeunes qui, évidemment, désœuvrés, désenchantés, qui ne trouvent véritablement rien à faire, marginalisés, poussés dans la fange, dans la boue, dans la marge puante de la société, qui vont se prostituer? Vous pensez qu'on se prostitue pour rien comme ça? Vous pensez que les jeunes vont aller kidnapper, tuer parce qu'ils ont un instinct criminel? Vous ne pensez pas qu'il y ait des causes sociales, des causes économiques de la violence? C'est-à-dire qu'au lieu de se verser dans la violence, je crois qu'il vaut mieux aller chercher une vie décente et digne ailleurs. Par rapport à cela, je dirais aussi par rapport... je termine avec les tâches ingrates. N'y a-t-il pas, évidemment, le capital, les classes, etc. Vous pensez vraiment, si vous êtes sensé, vous pensez vraiment qu'on va faire la révolution russe, maintenant? Qu'on va faire la révolution cubaine?
Est-ce que vous pensez que les jeunes n'ont pas un regard global sur le monde? Les jeunes voient ce qui se passe, ils voient l'état du monde. Vous pensez que les jeunes haïtiens pensent qu'ils vont faire un autre Cuba dans la Caraïbe? Qu'ils vont faire un autre Vietnam dans la Caraïbe? Une autre Russie dans la Caraïbe? La révolution? Qu'ils vont se révolter? Se révolter où? En Haïti? Et pour aller où? On va se replier sur... Nous allons nous replier sur nous-mêmes avec notre révolution? Mais comment? Il faut faire la révolution et après? Et après, dans quel monde? Vous pensez que les pays vivent en vase clos? Il faut sortir de cette irrationalité-là. Deuxièmement, la révolte. Ben évidemment, est-ce qu'on peut? Bon, je travaille, j'ai un livre qui paraît bientôt sur le mouvement social post-Duvalier. Je connais très bien la question du mouvement social. Est-ce que les jeunes doivent se mobiliser, se révolter? Mais ceci n'empêche pas cela. Ceci n'empêche pas cela. Parce que si vous pensez que s'il y a à peu près, parce qu'il y a 50% des jeunes d'Haïti ont moins de 20 ans. 50% des jeunes ont moins de 20 ans. Vous pensez que, imaginons qu'on est à peu près, je vais vous donner un chiffre. Vous avez entre 0 à 14 ans, un tiers de la population. Des gens qui sont âgés de 0 à 14 ans représentent un tiers de la population totale. Les gens qui ont 65 ans et plus représentent 5% de la population. Donc vous avez évidemment un âge moyen de 25 ans, vous avez un âge médian qui sépare les deux, 55 ans de 21 ans. Si vous prenez 50% de la population qui a moins de 21 ans, si vous voyez la classe d'âge entre les gens qui peuvent se révolter, des gens entre 18 et 25 ans, vous pensez qu'ils vont tous se révolter en bloc? D'ailleurs, ils n'ont pas les mêmes conditions sociales. Ils ne vont pas se révolter en bloc. Vous pensez que s'ils se révoltent, évidemment, s'il y a une petite catégorie qui se révolte, quelle est la chance, en quelque sorte, d'aboutir à un changement? Mais à ce moment-là, la question que je pose, vous allez me dire, écoutez, est-ce que je prêche le statu quo, le maintien du statu quo? Non. Je dis que, je l'ai explicité dans un autre article, après le Vamonos, je dis que ce que je dis par rapport au départ des jeunes n'exclut pas la réorganisation, la responsabilisation de notre État, de nos dirigeants. La question qui se pose à ce moment-là, est-ce qu'il est plus facile de construire quelque chose, d'améliorer les conditions de gens avec 11 millions d'habitants ou d'améliorer les conditions de gens avec 10 millions d'habitants? Mais il faut savoir qu'il faut avoir des données, par exemple. Quand vous avez, par exemple, des jeunes femmes, hein, quand vous avez chaque famille qui a 4 enfants, ce qu'on appelle l'indice synthétique de fécondité, quand vous avez des adolescentes de 13 à 19 ans qui représentent évidemment 6,3% des ménages haïtiens, quand vous avez ça, quand vous avez sur chaque 1000 jeunes femmes de 13 à 14 ans, il y en a évidemment 8 enfants, chaque jeune femme, 8 enfants sur 1000 habitants. Quand vous avez évidemment, avant 20 ans, sous chaque 1000 filles, 78 enfants par fille, à ce moment-là, vous voyez déjà qu'on est dans un gap. On est dans une situation compliquée. Parce que la question que vous devez vous poser, ce n'est pas une question morale, mais les jeunes qui partent, la population ne va pas s'effondrer. Nous avons un taux de croissance d'environ 2,5%. C'est largement au-dessus du taux de renouvellement, du seuil de renouvellement de la population. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la population, les gens qui, ce ne sont pas tous les gens qui vont partir, mais ceux qui partent, ils vont aider ceux qui restent. Mais ceux qui restent peuvent se révolter également. Ils peuvent demander des choses. Ils peuvent exiger. Mais le fait est que, pour tout sociologue sérieux, on sait très bien que le mouvement social est toujours hypothétique. Il y a toujours des hypothèses sur, évidemment, la réussite d'un mouvement social. Donc, par rapport à ce que vous avez dit, ce n'est pas une lâcheté que je prêche, je ne suis pas lâche, bien au contraire, le fait est que je ne suis pas démagogue, je ne suis pas un esthète de la pauvreté, je ne suis pas en admiration devant la pauvreté. Professeur, surtout que ceux qui pensent... Je n'esthétise pas la pauvreté, c'est que la pauvreté, j'ai horreur de la pauvreté. Moi je suis
Je suis un enfant de l'école, je suis un homme de l'école. Je suis parmi ceux qui ont pu passer, comme le dit Bourdieu, par les mailles du filet. Les mailles du filet sont très serrées en Haïti. C'est-à-dire que quand on arrive ici, on ne peut pas prêcher la résignation, on ne peut pas prêcher la pauvreté. On dit, voilà, oh, partir, ce n'est pas dépérir. Partir, ce n'est pas se tuer. Partir, ce n'est pas se déshumaniser. Partir, c'est aller chercher l'humanité d'ailleurs. Aller chercher un travail, aller pouvoir s'occuper, prendre femme. Quand on a 35 ans, on n'a pas d'emploi, on est chez maman. C'est à ce moment-là qu'on est déshumanisé. Quand on a 40 ans, on dit maman, ma sœur, donne-moi $10. C'est à ce moment-là qu'on est déshumanisé. Mais quand on va au Chili, au Brésil, à ce moment-là, on ne demande pas à maman, on envoie quelque chose à maman. Surtout pour professeur, ceux qui portent ont probablement plus de possibilités de bénéficier. Non, je termine avec la quatrième question. Quatrième question. Et par rapport à l'histoire, je ne vais pas entrer là-dedans, parce que mon propos, ce n'est pas de faire l'histoire d'Haïti, de revenir sur les luttes de classe, etc., de pouvoir. J'analyse un fait actuel. Par rapport à la déresponsabilisation de l'État, non. Si vous avez bien lu mon texte, j'ai dit non, l'autre texte sur l'immigration choisie. Une manière, si on a un État responsable, vous voyez, dans tout pays, il y a ce qu'on appelle une discrimination positive. Dans quel sens? Par exemple, vous voyez actuellement qu'il y a des mouvements, évidemment sporadiques, pas encore un mouvement social, parce que depuis les années 90, on n'a plus de mouvements organisés, structurés. On a des mouvements sporadiques. Le plus souvent, des mouvements concoctés par des gens mal de pouvoir, concoctés par des politiciens, c'est-à-dire que l'autre qui est là, il ne mérite pas cette place-là, moi j'ai envie de sa place, si c'était moi, j'aurais mieux fait, etc. C'est toujours comme ça. À ce moment-là, on utilise des jeunes corégènes, jeunes ci, jeunes ça, etc. À ce moment-là, et on a vu, quand ces jeunes-là arrivent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Les jeunes corégènes, les jeunes fait pour les jeunes, etc. Comme on dit, ils font quoi? C'est une logique de pouvoir. C'est pour vous dire aussi que des jeunes peuvent utiliser, et ça a été le cas en Haïti, des jeunes utilisent la condition des jeunes pour pouvoir se frayer une place. Et une fois cette place acquise, qu'est-ce qu'on voit? On n'entend plus rien. C'est-à-dire que je ne déresponsabilise pas l'État, je dis que l'État peut avoir une autre politique. D'ailleurs, l'une des responsabilités de l'État haïtien actuel aurait dû être de faciliter ce départ-là. Okay. Quand même. Pour faciliter le départ, par exemple, il y a la question actuellement qui fait débat, qui fait manifestation, la question du passeport. L'une des manières d'encourager cela, premièrement, d'accord bilatéral entre Haïti et d'autres États, d'accord, ce qu'on appelle de travail saisonnier. D'autres choses, pourquoi un jeune de moins de 26 ans doit payer le même prix pour un passeport? Dans tous les pays du monde, il faut que les jeunes payent moins que les autres, parce qu'on ne travaille pas. Que l'État haïtien mette le passeport à 6 000 gourdes et le jeune le paye à 1 000 gourdes. Et que l'État haïtien mette en place un fonds, même souterrain, même, on peut considérer ça comme étant une provocation, même souterrain pour pouvoir aider les jeunes au départ, parce que ces jeunes-là vont être beaucoup plus utiles à eux-mêmes et à notre pays. Oui. D'accord, oui. Pour la seconde série de questions, nous avons Jim Jacques, trésorier de Café Philo, Isaac Noël, Daniel Jean, Richardson Loture et Henri Robert Jean. Et je prends un petit bout de parole, ça ne va pas durer. Et pour me dire, en premier bagage, moi je crois que le professeur de Villiers a attiré l'attention sur une situation, j'en ai dit tout à l'heure, qui a passé dans le pays et qui m'a demandé de révolter nous-mêmes. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec D'Angelo, parce que pour moi-même, si D'Angelo dit toutes vacances se faire en Europe, et ça etc., pour moi-même, dans ce qu'on vivre là, c'est seulement une sorte d'exhibitionnisme pour faire que nous comptons voyager, etc. Or, non côté, nous avons demandé de révolter, moi-même, pas camper pour me dire en Europe, etc., pendant que ce n'est pas possible pour nous toutes. C'est quelqu'un dans nous, pas oublier que le professeur de Villiers dans l'intervention là, dans le début de l'intervention, a fait typologie de jeunes. Elle dit qu'on série dans nous, dans la catégorie par nous, qui a possibilité, pour une raison, mais pour l'autre, comme dans le travail pour l'ambassade de France, il y a la possibilité pour aller en Europe, je le voulais. Mais c'est pour des choses qui sont faciles, qui sont possibles pour tout le monde. Deuxième chose, je voulais dire, voyager n'est pas partir. Voyager, et ça, je l'ai expliqué là, c'est, professeur de Villiers se dit là, c'est, on va vraiment récréatif,
ou travail, ou toucher, ou qui cop dans mon, ou qui tout ça qui besoin, ou tu vas visiter tel côté, ou payer ticket, ou payer hôtel, ou faire tourisme, etc. Or, moun sa yo même qui va aller Chili, qui va aller Brésil, qui va aller États-Unis, qui a fait 10 pays, nous te dans le documentaire que vous passez dans Café Philo là, ils ont passé 10 pays à pied, sous bateau, dans machine, puis ils sont arrivés sous frontière États-Unis par rapport à Mexique, puis ils sont arrivés, mais moun sa yo au départ, nous attirer attention sur ça. Moun sa yo pas toujours dit que te voulait aller. Moun sa yo te toujours dit en pile là-dedans pour pas dire tout, te voulait rester dans le pays. Mais yo arrivé en côté, yo pas kakembe encore et yo gen des obligations, gen là de passer pour études parce que yo pense si yo arrivé Chili, en dehors du fait que yo kal dans toilette laver, d'accord avec le professeur de Villiers, ba laver toilette, al travailler dans restaurant, nettoyer caille etc. Ici a gen tout, gen moun qui travaille ça faire et gen niveau pour ça. Donc, pour qui ça, nous pouvons mettre ça comme argument pour nous dire, nous ça, on va faire l'autre bois. L'autre monde qui parti, c'est business qui fait l'autre bois tout. L'autre monde qui parti, c'est études qui fait. Et l'autre monde qui parti, parce que les petits, ils pensent, dans le pays, ça a une pile possibilité pour réussir. Mais dernier bagage, je dis sur question révolte là. Nous avons nous comprendre. Là, par exemple, un événement passé, si nous prenons, comme professeur de Villiers, pas de entrer dans l'histoire d'Haïti, mais si nous prenons ça qui passe dans la colonie, on nous dit c'est de Mengoise là. Tu as un ensemble de catégories d'esclaves. Il y a Atalan, il y a domestiques. Nous connaissons, pas besoin de répéter. Mais il y a un groupe qui était dans le champ, qui trouve la situation tellement difficile, tellement grave. Je ne vais pas vous donner des exemples, que ont décidé. Et je dis encore, moi-même, je voulais dire, et ma on est qui passe là, et je dis que une situation difficile, Kémy Seba. Kémy Seba, son nez qui lève en France, en principe, qui t'a supposé à l'aise. Mais monsieur trouvé que question de l'autodétermination des peuples, il faut gagner tout bon vrai. Et lui-même, il est d'accord sacrifier le bon. Il prend prison, qu'on y a expulsé, et il est d'accord continuer la bataille. Pour qui ça, nous-mêmes qui disons, nous arrêtons, c'est tout bon vrai, nous-mêmes qui l'avons arrêté, parce qu'il doit aller, ne pas aller, ou bien pourquoi comment pour aller. Et si tout bon vrai, nous arrêter, pour qui sa situation, ça pas révolter conscience, nous, par exemple, D'Angelo, par exemple, moi-même, par exemple, Ralph, et l'autre monde, pas mettre nous ensemble, nous faire révolte, ça D'Angelo Abdia. Merci. Merci. Et je remercie le professeur d'Orvilliers de nous avoir donné cela, cet exposé ce soir. Mais professeur, je ne m'y attendais pas à cela. Ce n'est pas ça que je m'attends moins. Raison, je comprends la frustration. C'est normal que vous montrez jeune réalité sociale, là, comment elle vivre. Mais en tant qu'intellectuel, en tant que docteur, en tant que chercheur, ce n'est pas ça que je me souhaité. La démarche n'a pas été théorique. La théorie nécessite deux choses, le constat et la proposition. Tu as fait des constats, certes, mais il n'y a pas de proposition. Non, ça n'a pas une proposition. Je continue. Ce n'est pas une proposition. Pourquoi je dis que ce n'est pas une proposition? On parle de l'avenir de la jeunesse haïtienne. Une jeunesse haïtienne qui se trouve où? En Haïti. Mais quelle proposition on a fait pour cette jeunesse en Haïti? Il n'y a pas de proposition. Et vous avez parlé de problème d'emploi. Mais vous comprenez, professeur d'Orvilliers, que le secteur privé, c'est lui qui gagne presque toute l'économie paysanne. Et les gens qui prennent le travail dans le secteur privé, il n'y a pas nécessité une grande qualification pour eux. Les travail, ils font les travaux de manufacture. Ça, c'est un désintéressement déjà à l'école. Les gens ne sont pas obligés à aller à l'école pour le travail dans la factory. Là, on a parlé de problème d'emploi. Le problème de l'enseignement supérieur en Haïti. Il y a un gros caste, il y a une grosse division entre l'école supérieure et la formation professionnelle, qui part vers les années 60. En tant que professeur de sciences sociales, il faut pencher sur ça pour remettre valeur en question. Et on voit le problème de la mondialisation et les pays pauvres. Je pense que vous allez réfléchir et répondre à la question. Merci. Ok. Je ne ferai pas un grand exposé et j'irai droit au but. Mais d'abord, je tiens à remercier et à complimenter les gens de Café Philo pour cette initiative. En fait, je crois que l'intervention de Fritz d'Orvilliers, du docteur, est une intervention, je dirais, un peu trop catégorique, mais censée argumenter et raisonner. La nuance que je voudrais soulever, et là c'est un contre-cri. Le cri de Fritz d'Orvilliers, c'est de demander aux jeunes de partir. Le seul problème que je puisse avoir avec ce cri, c'est son aspect impératif. Qu'est-ce que cela veut dire? Partez. C'est-à-dire, ça veut dire après toute analyse de la situation socio-économique compliquée et difficile des jeunes ici en Haïti, il ne resterait aucun autre choix que de partir.
C'est ce que cela voudrait dire. Alors je crois que non, ce n'est pas ça la solution. Ceux qui veulent partir, on peut les comprendre. Donc, demander aux jeunes de partir, je crois que ce n'est pas suffisamment responsable et sérieux. Leur demander de rester, ce n'est non plus responsable et sérieux. Ce qu'il faudrait demander aux jeunes, et c'est ça mon cri, c'est de lutter. Lutter veut dire que si dans le cadre de leur lutte, ils estiment que partir pour aller par exemple travailler pendant un temps, étudier et revenir, c'est la meilleure stratégie de lutte, on pourra les comprendre. S'ils estiment que rester, faire face au système, prendre des initiatives entrepreneuriales, c'est-à-dire entreprendre bagaille de nous-mêmes pour nous faire cob, si on estime que ça va permettre que vous ayez bien-être que vous cherchez, c'est mieux. Mais exiger, obliger les jeunes de partir est mauvais, tout comme exiger ou obliger eux de rester, c'est encore mauvais. Ce qu'il faudrait leur dire, et c'est ce que je dis ce soir, je demande aux jeunes de lutter. Si la forme de leur lutte peut s'extérioriser sur un départ partiel pour revenir en Haïti, c'est bien. Mais s'ils estiment qu'ils peuvent rester, qu'ils peuvent travailler, qu'ils peuvent essayer, qu'ils peuvent entreprendre du business, comme on le dit, des entreprises, ah ben c'est encore bon, ça ne va pas poser aucun problème. Je regrette l'aspect impératif de l'intervention du docteur en demandant, en obligeant aux jeunes de partir. Merci Daniel Jean, partir pour revenir. Oui, bonsoir. Je vous remercie, professeur, pour votre belle intervention. En fait, ma question c'est, vous encouragez les jeunes à partir, à quitter le pays, mais et pourquoi ne les pas encourager à acquérir la lumière? Vous voyez que comment vous êtes riche? Vous êtes riche parce que vous avez la lumière. Si on n'a pas la lumière, on est comme aveugle. Si on a des richesses autour de nous là, on ne peut pas voir ces richesses-là. Pourquoi ne pas contribuer à l'éducation de la jeunesse? Pourquoi ne pas forcer l'État? Pourquoi vous qui avez la lumière, vous ne formez pas une association pour revendiquer le droit de l'éducation pour la jeunesse? Et moi, je suis contre ce que vous dites. Encourager les jeunes à partir. Je ne suis pas contre un jeune qui va à l'étranger pour aller acquérir la lumière, pour venir éclairer la richesse qu'il y a autour de nous ici. Je suis contre quitter le pays. Et moi, je reste, je veux acquérir la lumière et je veux grandir ici pour acquérir la richesse qu'il y a. Merci. Bonsoir tout le monde. Messieurs, je vous remercie de votre présence ce soir à Café Philo. Je me permets de résumer l'intervention du professeur de la manière suivante. Partir d'Haïti est moins lourd de conséquences désastreuses que d'y rester. Si tel est le cas, pour quelqu'un qui a étudié les sciences sociales jusqu'au grade de doctorat, quel rôle, monsieur le professeur, quel rôle assignez-vous aux politiques, aux dirigeants de ce pays dont la mission essentielle est la transformation radicale de cette société haïtienne qui nous a vu naître, qui nous a bercé, qui nous a vu grandir. Puisque si vous leur accordez une carte blanche à l'irresponsabilité, savez-vous que les jeunes qui partent, il y en a parmi eux qui sont politiquement irremplaçables. Pourquoi ne pas les inviter, et ceux qui partent et ceux qui restent, à s'organiser pour changer Haïti une fois pour toutes? Merci. Oh, les jeunes s'opposent à ma proposition, on peut s'opposer au bien. Les gens qui étaient dans la caverne, quand on leur a demandé de sortir, ils refusaient de sortir. Ils refusaient de sortir pour aller voir la lumière. Ils avaient peur de la lumière. La vérité, ce qu'on appelle, moi je suis dans la parésia, le courage de la vérité. Évidemment, ce n'est pas une parésia prophétique, je suis dans la parésia professorale, la parésia rationnelle. C'est-à-dire qu'on peut s'opposer à mon idée, ça n'enlève rien à la véracité de mon idée. Je ne vais pas dire que ça ne me dit rien du tout qu'on s'oppose à mon idée. Ce qui importe pour moi, c'est la véracité de cette opposition-là. Or, ce que je vois le plus souvent dans l'opposition, dans les idées opposées, c'est la passion.
C'est évidemment, ce n'est pas une raison, c'est la passion, c'est une forme de... d'entachement, une forme d'attachement viscéral. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'opposent avec leur tripes, mais pas avec leur cerveau, leur tête. Je peux comprendre cela. Il en faut les deux pour vivre, évidemment. La tête, le cerveau et le ventre. C'est une pensée du ventre, c'est une opposition du ventre. On peut comprendre cela. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le fait de partir? Mais le monde s'est constitué via le départ. Le monde, il n'y aurait pas ce monde sans la migration. Mais on dit, les Américains, ils viennent d'où? Les populations indigènes d'Haïti, ces populations-là venaient d'où? Non? Mais en quoi est-ce que le départ est péjorativement, est négativement connoté? Pourquoi le départ est-il négativement connoté? Or, en Amérique latine, les gens chez qui on va actuellement, ils n'ont pas été toujours là. Ils sont venus d'ailleurs. Les Américains, tout près de chez nous, nos amis, ils n'ont pas été toujours là. D'ailleurs, les Anglais ont eu une politique active pour forcer notamment les gens au départ. Une forme de politique d'émigration, de peuplement. Mais on voit ces nations-là. Les États-Unis est un exemple patent qui nous montre qu'une population qui vient d'ailleurs peut s'organiser. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Oui, donc, le fait est que, si ce n'est pas définitif, les États-Unis, ce n'est pas une colonie anglaise. Les États-Unis c'est un pays souverain, la première puissance du monde. Les gens de ce pays-là, la plupart des gens viennent d'ailleurs, des États-Unis d'Amérique. D'accord? C'était une migration d'ailleurs volontaire et aussi organisée. Donc ça, c'est une question. C'est pour vous dire que moi, je n'ai aucun préjugé, aucune prénotion par rapport au fait de partir. Parce que je ne suis pas dans une seulement et simplement dans une haïtianité ancrée, je suis dans une humanité. Je ne considère pas avant tout le jeune haïtien comme étant haïtien, je considère le jeune comme étant un être humain. Donc s'il peut vivre ici, il vivra ici, il reste. S'il peut vivre ailleurs, il restera un homme ou une femme. D'autant plus que quand on vit ici, on côtoie évidemment l'inhumanité. C'est une condition infrahumaine. Si on peut s'échapper à cette condition-là, tant mieux. Mais est-ce que, évidemment, la conséquence, est-ce que ça empêche la révolte? Oui, ça peut empêcher la révolte, ça peut désorganiser des structures, ça peut démobiliser exactement. Mais le fait est que, quand on donne cette réponse-là, on ne considère pas le nombre. C'est que les doutes, je ne dirais pas les injures, de manière, c'est pas mon truc, ça ne me fait rien du tout. C'est qu'on raisonne dans l'absolu. On ne raisonne pas par rapport à un nombre. On ne raisonne pas par rapport à une population, à un territoire, à une population de 11 millions d'habitants, à un territoire environ de 27 000 km², très 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 petit. On ne raisonne pas par rapport à un taux de natalité, on ne raisonne pas par rapport à un taux de mortalité, on raisonne dans le vide. On raisonne, c'est comme on regarde un tableau de Franck Etienne, et puis on raisonne, on est en train de spéculer sur un tableau, on ne voit pas la réalité. Moi, je regarde la réalité. Je ne suis pas en admiration de cette réalité-là. Je dis voilà, le monde s'est constitué ici, et pourquoi pas le monde? Pourquoi le monde ne peut pas-il continuer ainsi? Donc, on n'est pas bien ici d'ailleurs. C'est l'histoire même des tribus africaines. Le nomadisme, on s'est sédentarisé, on continue à partir. On a défriché ici, c'est fini, on va ailleurs. On va trouver quelque chose parce qu'on n'est pas enraciné. Ce qu'on a, on a des dieux. Ce qu'on a, on a des idées. Actuellement, si les dieux sont morts, on a une philosophie. On a une humanité, on a la science, on a la technologie. Mais pourquoi vous pensez qu'on serait moins humain si on va à Miami, si on va au Mexique, au Chili, etc. Mais le fait est que le raisonnement, les réponses, les oppositions frisent aussi un peu ce qu'on appelle le raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire qu'on ne raisonne pas sur un cas réellement existant, on raisonne sur un truc comme ça en l'air. Or, le fait est que, tout le monde ne part pas, parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.
Le fait est que les jeunes ne sont pas pareils, il y a plusieurs catégories de jeunes. Le fait est que tous les jeunes n'ont pas les moyens de partir. Le fait est qu'on ne va pas accepter tous les jeunes dans les autres pays. C'est comme si les autres pays n'existaient pas. C'est comme si quand on veut, on peut. On veut partir, on part. C'est pas toujours comme ça. Les gens pour partir, ils vendent des biens de leur famille, etc. Ils vont dans des pays accueillants, ils cherchent un moyen, etc. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui va se lever un beau matin et partir. C'est impossible. Moi, mon raisonnement se retrouve, le focus se trouve sur la possibilité de partir. Si vous avez une possibilité de partir, c'est ce que j'appelle une forme d'optimisation des chances de s'en sortir. Parce que ce qu'il faut voir, il faut voir pourquoi partir. Et qu'on pèse ces chances. Parce que dans la vie, même ici en Haïti, on a des chances. Quand on a été, même en Europe, on a parlé de l'Occident, quelqu'un qui a fait une grande école n'a pas la même chance d'avoir une position, de s'intégrer que quelqu'un qui a fait une université, Paris, etc. Le fait est que les gens ne sont pas logés à la même enseigne. Les gens qui n'ont pas véritablement d'autre solution que ce que vous préférez, peut-être la révolte, mais révoltez-vous si vous le pouvez. Moi, j'ai rien contre la révolte. Mais le fait est que si la révolte n'est pas une révolte théorique, si vous ne faites pas la révolution sur le papier, évidemment, c'est que après la révolte, vous pensez que vous allez attirer, parce que le monde fonctionne comment? On est dans la globalisation. Vous pensez qu'avec la révolte, vous allez attirer plus d'investissements étrangers? Vous êtes le dernier de la Caraïbe à attirer des investissements étrangers. Vous pensez que c'est en vous révoltant, en brûlant des voitures, en cassant des voitures, etc., vous allez attirer des investissements? Or, le monde, les Haïtiens, les jeunes doivent le savoir, le monde est ce qu'il est. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le transformer, mais la chance, la probabilité de transformer le monde, surtout de transformer le monde, à commencer par ici, par nous-mêmes, la probabilité est très faible. Donc si on peut aller dans ces mondes-là, on peut s'intégrer, on va faire des enfants qui vont s'intégrer, etc. Tant mieux. Mais le fait est que si vous faites la révolte, vous avez vu quand même comment on vous a boycotté. Le monde vous a boycotté après 1804. Vous voyez comment on met des embargos sur d'autres pays. Mais le monde actuellement est un monde globalisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se considérer comme étant seul au monde. Admettons qu'on fait la révolte. Les jeunes se révoltent. Pour combien de temps? Vous n'êtes même pas autosuffisant en matière alimentaire. Vous allez manger quoi pendant la révolte? Vous allez vous manger entre vous? Le cannibalisme, vous importez presque plus de 80% de ce que vous mangez. Pendant la révolte, vous allez faire quoi? Vous allez vous révolter, les jeunes? On va se révolter? Et pendant ce temps, qui va cultiver la terre? Vous allez importer d'où? On vous dit, toutes les frontières sont fermées, la République dominicaine, les États-Unis. Vous allez faire quoi? On dit, voilà, nous sommes un pays, etc. Mais le fait est que ce qu'il faut faire, je pense que ce qu'il faut faire, on peut faire les deux. Moi, j'ai écrit cela, on fait les deux. En même temps, on délestant. Le délestage, c'est un délestage démographique parce que vous le vouliez ou non, il y a une chose qui s'appelle la démographie. Il y a ce qu'on appelle la pression démographique. Il y a ce qu'on appelle, que vous le vouliez ou non, l'explosion démographique. Vous avez vu? Vous voyez Canaan? Est-ce que vous voyez Jalousie? Vous voyez Carrefour? Est-ce que ça ne vous dit rien? Vous pensez que c'est naturel d'avoir Jalousie, Canaan, etc.? Il y a ce qu'on appelle le peuplement, il y a ce qu'on appelle l'explosion démographique. Est-ce que, bon, on va dire que, voilà, est-ce qu'on va forcer les riches, les pauvres, parce qu'ils doivent partir? Il faut examiner ça aussi. Mais si vous préférez un pays peuplé de pauvres, seulement de pauvres, on balaie les riches, on les expulse, vous allez faire quoi après? Quand on dit riches, on ne dit pas seulement les riches de point de vue économique, les riches de point de vue culturel et scientifique. Vous allez expulser les scientifiques. Professeur d'Orvilliers prêche une parole, il dit une vérité qu'on n'aime pas, on va l'expulser. Et alors, professeur d'Orvilliers va être professeur à la Sorbonne, il va être professeur à la Kennedy School, et alors? Et après avoir expulsé le professeur d'Orvilliers, est-ce que vous allez améliorer votre condition en expulsant le professeur d'Orvilliers? Quand même, il faut être raisonnable. Donc, on dit que autre chose. Ah voilà, vous forcez les jeunes à partir. Mais
qui vont contribuer au développement du pays. Mais vous connaissez un pays où tout le monde a participé à son développement? Écoutez, ce sont des élites. On n'a pas besoin de 3 millions de gens pour faire fonctionner, développer, faire des découvertes d'un pays. On a besoin de main-d'œuvre, professeur. Évidemment qu'on a besoin de main-d'œuvre. Mais pour avoir de la main-d'œuvre, il faut avoir du capital. Vous pensez que le capital va tomber du ciel? Vous pensez que la plupart des pays attirent des capitaux étrangers? Non, non, je dirais que, écoutez, vous avez besoin d'une main-d'œuvre, mais actuellement, vous n'avez que ça, Haïti. Il y a de la main-d'œuvre, mais la main-d'œuvre inactive, ce qu'on appelle la main-d'œuvre inoccupée. Vous avez une population, la plupart des jeunes ne travaillent pas. Et ce n'est pas demain, il faut être rationnel, ce n'est pas demain, ce n'est pas en 2020, en 2030 qu'on va réduire le taux de chômage à 15% dans le pays. Mais en 2030, que vous le vouliez ou non, en 2050, la population va doubler. Que les jeunes, je termine, que les jeunes partent ou non, évidemment, ça dépend de la quantité qui part. Les jeunes... Pardon? Que demander à la main-d'œuvre de partir? Pourquoi ne pas aller chercher les capitaux nécessaires? Ça ne fonctionne pas de point de vue rationnel comme cela. On ne va pas, le capital va où cela est profitable. Dans la condition actuelle, le capital, le pays n'est pas attirant pour les capitaux. Le pays n'est même plus attirant pour les touristes, voire pour les capitaux. Vous êtes le dernier pays de l'Amérique à avoir reçu, évidemment, en termes d'investissement direct étranger. Ce n'est pas demain que ça va changer. Évidemment, ça pourrait changer avec une nouvelle gouvernance. On va améliorer l'État. Mais est-ce que, la question est de savoir, est-ce que, en améliorant, moi, je participe déjà, pour la personne qui m'a posé la question, évidemment, est-ce que l'éducation, je participe, je ne fais que cela. Parce que maintenant, j'ai tendance à laisser tomber. Mais je ne fais que cela, l'éducation, éduquer les jeunes. Je fais ça de manière formelle à l'université, de manière informelle dans les médias. Je fais de l'éducation formelle universitaire, je fais de l'éducation populaire. Je fais même de l'éducation partout sur le territoire, avec des organisations populaires, etc. Mais est-ce qu'en faisant cela, je vais demander aux jeunes de rester à Bellefontaine, de rester à Jean-Rabel, alors qu'il n'y a pas de travail? Il n'y a aucune opportunité à Jean-Rabel, sauf le fait de travailler quelques lopins de terre. D'ailleurs, le lopin de terre, le parent, la famille qui avait 4 hectares, cette famille-là avait 8 enfants, a fait 8 enfants. On a divisé les 4 hectares par 8. Chaque enfant va faire 4 enfants. On va diviser les... etc. etc. Qu'est-ce qu'il reste? À ce moment-là, si on ne peut pas trouver du travail ici, ce n'est pas inhumain d'aller chercher du travail ailleurs. Je fais l'hypothèse, évidemment, pour les gens qui ne veulent pas le voir par esthétisme, par idéologie, évidemment par essentialisme nationaliste ou ethnocentrique, je fais l'hypothèse réelle, objective, que tout le monde ne partira pas et tout le monde ne peut pas partir d'ailleurs. Donc, je vais faire aussi l'hypothèse qu'il y a une quantité de gens qui partent, qui va non seulement améliorer leurs propres conditions de vie, mais qui va permettre à ceux qui restent d'améliorer leurs conditions de vie. D'ailleurs, même la révolte, une révolte avec 11 millions de gens, après, qu'est-ce qu'on fait? Et une révolte avec, je sais pas moi, un pays de 6 millions d'habitants, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je prêche. Enfin, je ne prêche pas, je pense, je fais l'hypothèse, même si on dit que je suis dans une radicalité, que, évidemment, si d'ici 2030, 1 million de jeunes peuvent partir, ce serait tant mieux. Parce que, tout simplement, je vais vous donner un chiffre. Parce que, tout simplement, le chiffre que je vais vous donner, si on suspend, par exemple, si on exclut un chiffre, bon, ça peut ne pas plaire aux bien-pensants, aux esthètes, mais moi je dis que, on a fait le calcul mathématique, économétrique, que si on exclut la migration, si on met un terme à la migration, donc on arrête le flux des envois de fonds, si on exclut les envois de fonds, la pauvreté, qu'on est déjà dans un état de pauvreté extrême, la pauvreté extrême va passer de 53 à 60%.
Et la pauvreté modérée va passer de 71 à 76%. C'est-à-dire qu'on a une obligation, étant donné l'existant, étant donné la situation. Je sais que vous, les Haïtiens, vous aimez les choses de l'au-delà. Ce n'est pas pour rien que vous allez vous mettre à genoux chaque matin en priant, en sautant à l'église. Je termine pour dire que si on arrête, il faut qu'on maintienne les flux de transfert de fonds. Et ces flux-là participent au paiement des frais de scolarité, à la santé, à la nourriture. On ne peut pas faire une bonne révolution si on n'est pas éduqué. On ne peut pas faire une bonne révolution si on n'est pas en santé. On ne peut pas faire une bonne révolution si on n'est pas bien alimenté. Donc même, aussi paradoxal que cela puisse paraître, le départ d'une quantité de jeunes pourrait permettre, faciliter, rendre beaucoup plus plausible une révolte en Haïti. Merci, professeur d'Orvilliers, merci. Je vous dis merci d'avoir été ce soir à Café Philo. Non, je dirais une dernière chose par rapport à la lumière. La lumière n'a plus de territoire. La lumière est sur le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être en Haïti pour avoir de la lumière. Si on reçoit la lumière ici, tant mieux, mais on peut partir. La lumière vient d'ailleurs. La lumière est actuellement globale, puisque la lumière est dans les livres de mathématiques, de géologie, de physique, de chimie, etc. Merci, professeur. Merci et à mardi prochain. En bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout bitin brûlé, faut non fin calculer. Faut yo apprendre peser, c'est qui bon ça y mauvais. Mais t'es en liberté.